Le 9 avril 2016, le département de police de Renton, État de Washington, États-Unis, a reçu un appel. Un homme s'est adressé aux forces de l'ordre pour signaler une découverte horrible alors qu'il s'apprêtait à sortir ses poubelles. En déchargeant un conteneur, il a trouvé 3 sacs blancs suspects destinés aux ordures. L'homme a dénoué l'un d'entre eux et a découvert à l'intérieur des restes humains ensanglantés. Le répartiteur a envoyé des policiers sur place, qui sont immédiatement arrivés et ont examiné les sacs. Le spectacle était vraiment horrible. Quelqu'un avait découpé une personne en morceaux. L'identité de la victime a été établie assez rapidement, car l'enquête était déjà en cours pour sa disparition. Parmi les parties du corps découvertes se trouvaient une jambe, un bras et la tête. Il fallait retrouver les autres restes, alors les détectives se sont immédiatement mis au travail. Ingrid Lynn était une femme brillante et pleine de vie. Elle est née en août 1975 en Arizona. La jeune beauté a étudié à Tucson et a terminé ses études secondaires à Canyon del Oro. Depuis 1993, Ingrid essayait de réaliser son rêve. Elle voulait devenir infirmière, alors elle s'est inscrite à la faculté de médecine de l'Université d'Arizona. Elle y a obtenu un baccalauréat en sciences et un diplôme d'infirmière. C'était en 1997. Après cela, la jeune femme entreprenante est partie à Seattle, État de Washington, pour trouver du travail et acquérir l'expérience pratique nécessaire. C'était en 2000. C'est ici qu'a commencé sa carrière médicale, qui a duré 13 ans. Elle est devenue employée du centre médical de Seattle, qui venait d'ouvrir et recruter activement du personnel. Pendant cette période, elle s'est mariée à un homme nommé Philip Lynn, qu'elle fréquentait depuis peu. Il était également employé du centre. Ils se sont rencontrés au travail, ont rapidement trouvé un terrain d'entente et ont commencé à construire une relation. Le mariage a donné naissance à 3 enfants, des filles, Risbrook et Noël. Cependant, progressivement, la relation s'est détériorée. Les problèmes d'incompréhension sont devenus de plus en plus nombreux. La discorde s'est installée, alors la femme a demandé le divorce en 2014. Ingrid estimait qu'elle ne recevait pas la compréhension et le soutien mérité de son mari, et ne voyait pas la nécessité de maintenir le mariage uniquement pour les enfants. Elle pensait qu'il était beaucoup plus important pour les enfants de voir des parents heureux, même s'ils vivaient séparément. Après cela, elle a changé de résidence et s'est installée avec ses 3 filles dans la petite ville voisine de Renton, État de Washington, qui se trouvait à une demi-heure de route de Seattle. Cependant, la femme ne se doutait pas encore des difficultés qu'elle rencontrerait en devenant mère célibataire. Néanmoins, elle était déterminée à surmonter toutes les difficultés et les fardeaux de la vie pour l'avenir de ses enfants. Elle avait un bon travail, des enfants qu'elle aimait et beaucoup d'enthousiasme. Au moment des événements décrits en 2016, Ingrid avait 40 ans. À ce moment-là, les enfants avaient 6, 8 et 10 ans. Par conséquent, les filles maintenaient le contact avec leurs 2 parents et séjournaient parfois chez leur père. Cependant, Ingrid ressentait encore une grande rancœur envers son ex-mari, ce qui provoquait périodiquement de petits conflits entre eux. La femme lui reprochait de ne pas lui avoir apporté le soutien dont elle avait désespérément besoin dans leur mariage, et elle rêvait de l'obtenir, mais Philippe ne lui avait rien donné. Ingrid espérait encore construire sa vie personnelle. À la recherche du véritable amour, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Là, elle a fait la connaissance d'un homme agréable en conversation. Pendant leur discussion, des sentiments sont apparus entre eux. Son interlocuteur lui donnait un sentiment de calme, de chaleur, et effaçait les moments difficiles du quotidien auxquels elle était confrontée. Ingrid croyait déjà que le bonheur était tout proche. Il semblait qu'un nouveau chapitre commençait dans la vie de toute la famille. Mais, malheureusement, elle ne se doutait pas que ce n'était pas une histoire d'amour, mais un véritable film d'horreur. Le 8 avril 2016, Ingrid a finalement décidé de rencontrer son ami de correspondance. Ils ont convenu d'un rendez-vous. Donc, la mère célibataire s'est soigneusement préparée pour la rencontre et a même conduit ses filles chez son ex-mari. Ingrid a partagé les bonnes nouvelles concernant sa vie personnelle avec Philippe, et il lui a souhaité bonne chance. Elle prévoyait de récupérer les enfants seulement le lendemain, après la rencontre avec son nouveau bien-aimé. Le premier rendez-vous devait avoir lieu lors d'un match de l'équipe de baseball Seattle Mariners. Un grand événement pour tous les fans du jeu. Après cela, le couple prévoyait de se rendre dans un bar où travaillait prétendument la sœur du nouveau petit ami. Cependant, le lendemain, 9 avril, la femme n'est pas venue chercher les enfants tôt le matin comme convenu. Philippe n'arrivait pas à la joindre. Alors l'ex-mari s'est rendu au domicile d'Ingrid vers 10 h du matin. Il voulait lui rendre les enfants, mais l'absence de la Toyota Highlander argentée de 2015
que conduisait son ex-femme, l'a immédiatement inquiété. La voiture était toujours garée dans l'allée de la maison, mais pour une raison quelconque, elle n'y était pas. Philippe a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Ensuite, l'homme a composé plusieurs fois le numéro de son ex-femme. Il a essayé d'envoyer quelques messages, mais elle ne répondait pas. Il a commencé à regarder par les fenêtres, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais il a vite réalisé qu'il n'y avait personne dans la maison. Tout cela était d'autant plus étrange que son ex-femme avait toujours été une femme très responsable. En particulier, quand il s'agissait de leur fille, elle ne pouvait pas simplement ne pas rentrer à la maison à l'heure convenue, et même ne prévenir personne. Philippe a instinctivement commencé à s'inquiéter. Il pensait que quelque chose de troublant s'était produit. L'homme a appelé la mère d'Ingrid, qui s'appelait York Abbas. Il pensait qu'il pourrait obtenir des informations sur la localisation de la disparue et s'assurer qu'elle allait bien. Il voulait aussi s'arranger pour la garde des filles. Mais quand la mère d'Ingrid a appris que sa fille n'était pas à la maison, elle s'est inquiétée encore davantage. Ingrid ne l'avait pas contactée depuis la veille au soir. Tous savaient qu'elle prenait très au sérieux toutes ses affaires et ne pouvait pas simplement disparaître sans dire à personne où la chercher. Personne ne croyait qu'elle aurait pu s'enfuir avec son nouveau bien-aimé et oublier ses filles. La mère d'Ingrid est immédiatement venue à la maison de sa fille pour la vérifier. York avait une clé de rechange, donc elle l'a utilisée pour entrer. Elle appelait Ingrid, mais personne ne répondait. Quand elle est montée à l'étage pour vérifier la chambre, elle y a trouvé le sac à main et le téléphone de la disparue. C'était doublement étrange. La femme ne pouvait pas partir dans sa voiture en laissant les objets de première nécessité à la maison. Après cela, la mère de la disparue s'est adressée à la police. Elle a signalé la disparition de sa fille et de sa voiture. Elle a également informé les enquêteurs qu'elle n'avait pas la moindre idée d'où sa fille pouvait se trouver. Mais elle n'aurait en aucun cas abandonné ses enfants à leur sort. York a souligné qu'elle était très inquiète et sentait que quelque chose de mal était arrivé. Les officiers du département de police de la ville sont arrivés à la maison et ont rencontré York, qui était en larmes. Elle s'inquiétait pour sa fille et craignait que quelque chose d'horrible ait pu lui arriver. Les policiers ont supposé qu'Ingrid était simplement partie pour quelque affaire et reviendrait bientôt. Mais l'intuition de la mère lui disait qu'il fallait immédiatement diriger toutes les forces vers les recherches. Les forces de l'ordre ont écouté les paroles de la mère et ont immédiatement commencé à inspecter la maison de la disparue. Plusieurs officiers faisaient du porte-à-porte chez les voisins pour tenter d'obtenir des informations qui les mettraient sur une piste. L'un des hommes interrogés a partagé une information importante. Il a raconté une histoire intrigante. Selon lui, il avait vu Ingrid rentrer chez elle en compagnie d'un homme inconnu la veille au soir. Le voisin a instinctivement ressenti de l'inquiétude. L'étranger lui avait semblé suspect. Cependant, le témoin affirmait ne pas avoir vu quelqu'un sortir de la maison après cette visite. Mais les faits indiquaient que la maison était vide, ce qui signifiait qu'Ingrid et l'homme avaient finalement quitté la maison. Pendant ce temps, les filles et leur grand-mère commençaient aussi à s'inquiéter de son absence. Elles ont appris que la police recherchait leur mère, mais York a rassuré les enfants en leur disant qu'elle reviendrait bientôt, bien qu'elle-même croyait de moins en moins à une issue heureuse. Pendant que la mère d'Ingrid attendait des nouvelles de la police, elle s'est souvenue que sa fille avait partagé avec elle son compte Verizon. Il était utilisé comme page personnelle et professionnelle. L'offre donnait accès à divers services et sources d'informations, y compris la gestion des dépenses domestiques. La femme s'est connectée à la page de sa fille, espérant pouvoir trouver des informations utiles. Elle a soudainement trouvé un numéro de téléphone qui avait passé des dizaines d'appels au numéro de sa fille, y compris le jour de sa disparition. La femme a poursuivi son enquête et a entré le numéro trouvé dans les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle a trouvé le profil d'un homme nommé John Charlton. York était folle d'inquiétude et s'est immédiatement adressée à l'inconnu avec des questions sur sa fille. Elle voulait simplement savoir ce qui s'était passé et quand il l'avait vue pour la dernière fois. Elle a dit qu'Ingrid avait disparu. Sa voiture avait disparu, mais ses documents et effets personnels étaient restés à la maison. C'est pourquoi la femme s'inquiétait. Alors York a raconté qu'elle avait alerté la police et que sa fille était déjà recherchée. En réponse, l'homme a raconté une histoire qui a stupéfié la femme. John a raconté à la mère de la femme disparue qu'il devait se rendre dans un club le soir. Cependant, au lieu de cela, après le match et la visite au bar, ils ont décidé de passer la nuit ensemble. Selon l'homme, Ingrid devait récupérer les enfants le lendemain, donc il n'est pas resté chez elle jusqu'au matin. Ensuite, ils se sont séparés et il ne l'a plus revue. Il s'avérait que la connaissance d'Internet pouvait être la dernière personne à avoir vu Ingrid vivante. York l'en a informé et lui a dit que la police le contacterait probablement pour clarifier les circonstances de cette soirée. Il n'était pas contre, maintenait le contact avec la mère de la disparue et semblait sincèrement inquiet de sa disparition.
York continuait à communiquer avec l'homme sur les réseaux sociaux. Elle pensait qu'il cachait quelque chose. La femme essayait de découvrir où sa fille aurait pu aller après l'avoir rencontrée. Aurait-elle pu rencontrer quelqu'un d'autre après cela? Cependant, l'homme gardait le silence sur la plupart des questions, ce qui ne faisait qu'accroître l'inquiétude et les soupçons. Plus tard, il a complètement cessé de répondre et même de lire ses messages. Cela a bouleversé la mère de la disparue jusqu'aux larmes. Elle ne savait littéralement plus quoi faire. La seule personne qui pouvait aider à connaître le sort de sa fille gardait le silence. La situation continuait de s'aggraver. 6 heures après la disparition d'Ingrid, vers 16 heures, la police a reçu un appel effrayant. Un homme nommé Mike, qui avait trouvé 3 grands sacs poubelles blancs contenant des restes humains, a contacté le service. La maison de l'homme se trouvait à quelques kilomètres du domicile d'Ingrid à Seattle. Quand Mike a raconté sa terrible découverte au répartiteur des services d'urgence, sa voix tremblait littéralement. Il a écrit qu'il avait vu une tête humaine coupée, ainsi que des ongles vernis. Il n'a pas voulu fouiller dans les restes car il tenait à peine debout à cause du choc et de la nausée qui montait. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement remarqué que c'était l'œuvre de mains expertes. Le corps avait été soigneusement découpé en morceaux et emballé dans des sacs séparés. Les policiers expérimentés savent que ce n'est pas facile à faire. Sauf si ce n'est pas le premier crime du meurtrier. Il n'y avait pas de signe de décomposition. Même les traits du visage de la victime étaient restés intacts, ce qui est caractéristique des personnes tuées récemment. Grâce à la bonne conservation, les policiers ont rapidement établi que la tête appartenait à Ingrid, disparue quelques heures auparavant, qui était justement activement recherchée à ce moment-là. Les enquêteurs ont été surpris de découvrir les restes si près du lieu de résidence de la victime. Habituellement, les tueurs en série expérimentés emmènent les corps loin du lieu du crime pour qu'ils soient plus difficiles à découvrir. Cela pouvait aussi être un signe inquiétant, indiquant que le criminel se moquait des policiers. Dans ce cas, de nouvelles victimes étaient pratiquement garanties, ce qui signifiait qu'il fallait agir le plus rapidement possible. Peut-être que le scélérat repérait déjà sa prochaine victime innocente. De plus, des cas similaires dans la région et les États voisins étaient examinés. Il n'était pas exclu qu'Ingrid ne soit pas la première personne tuée par le tueur en série. Mais rien de similaire n'a pu être trouvé à proximité. Toutes les preuves ont été recueillies par les criminologues et envoyées pour analyse en laboratoire. Pendant ce temps, les enquêteurs ont informé la mère de la disparue que York ne reverrait plus jamais sa fille. Cette nouvelle a eu un effet dévastateur. La femme a littéralement explosé de chagrin et de questions. Qui pouvait avoir traité sa fille avec une telle cruauté? Et pourquoi? Mais les détectives n'avaient pas de réponses à ces questions. Ils devaient découvrir les parties restantes du corps et retrouver la trace du sadique qui avait orchestré ce cruel règlement de compte avec une victime innocente. Le lendemain, 10 avril 2016, York s'est reconnecté à sa page sur les réseaux sociaux, espérant voir une réponse de John à ses messages. Mais il n'y avait pas de réponse. Elle avait dit à l'homme que sa fille avait été retrouvée morte. Cependant, toutes ses tentatives de le contacter ont été ignorées. Il ne lisait pas les messages. Après quoi, la femme s'est rendue à la police et a fourni aux détectives des informations sur le petit ami suspect d'Ingrid. Les forces de l'ordre ont immédiatement tenté de contacter l'homme. Cependant, toutes les tentatives ont également échoué. Alors les enquêteurs ont laissé un message disant qu'ils devaient lui parler au sujet du crime. Et s'il ne répondait pas rapidement, cela pourrait conduire à son arrestation. Le 11 avril 2016, l'ami par correspondance d'Ingrid s'est présenté lui-même à la police. Les détectives se sont assurés qu'il était venu sans armes et ont commencé l'interrogatoire. Ils ont obtenu un aperçu des activités de John. Après quoi, ils sont passés aux événements liés à la victime du récent meurtre. Les policiers essayaient de comprendre si l'homme avait un motif pour le meurtre ou s'il était vraiment une personne fortuite dans cette enquête. Mais dès les premières minutes, les détectives ont eu des doutes. Tout d'abord, c'était lié au fait que John était très calme. Il n'exprimait absolument aucune émotion, malgré le fait que sa nouvelle bien-aimée avait été tuée quelques jours auparavant. Selon lui, ils avaient assisté au match de baseball des Seattle Mariners, joué aux fléchettes, bu dans un bar. Puis, ils sont rentrés chez elle en bus et sont descendus au centre-ville. Chez elle, ils ont joué à des jeux d'adultes. Puis elle l'a mis dehors parce qu'elle ne voulait pas que les enfants le voient le matin. Et quand il s'est réveillé le matin, il était allongé sur le trottoir près du bâtiment. Alors l'homme lui a envoyé des SMS pour lui demander comment elle allait. Mais elle n'a pas répondu. John pensait qu'ils avaient eu des relations intimes, mais n'en était pas sûr car il avait perdu connaissance. La plupart de ses réponses aux questions des officiers étaient évasives. Parfois, il se contredisait dans ses propres paroles.
Même lorsque les policiers ont quitté la salle d'interrogatoire, ils voyaient sur les caméras que John ne montrait absolument aucune émotion, il s'est simplement endormi. Et puis, quand ils sont revenus dans la pièce, John a complètement refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Cependant, il n'était toujours pas possible de lier ce suspect au reste de la victime. À ce moment-là, les criminologues travaillaient encore à la recherche de preuves. En conséquence, le petit ami de la victime est resté au statut de témoin. Il a été relâché. Néanmoins, les enquêteurs le surveillaient attentivement depuis ce moment pour obtenir de nouveaux indices. Les forces de l'ordre pendant ce temps continuaient l'inspection de la maison de la défunte. Ils y ont découvert une boîte presque vide de sacs poubelles, qui s'avérait identique au sac contenant ses restes. Après avoir inspecté complètement les lieux, les officiers ont également trouvé une scie dans la salle de bain, sur laquelle se trouvaient des restes de sang, de tissu et d'os. Les échantillons ont été envoyés pour expertise. Les analyses de laboratoire ont confirmé qu'ils appartenaient à la victime. De nombreuses traces de sang ont également été découvertes dans la baignoire elle-même, ce qui signifie que la femme a été démembrée ici même, dans sa propre maison. La prochaine étape importante était de trouver les parties restantes d'Ingrid. Le 15 avril 2016, le département de police a reçu un autre appel. Un autre homme s'est adressé aux officiers. Il avait également fait une découverte horrible dans sa poubelle. C'était un grand sac blanc contenant le torse d'une personne. Parmi les signes caractéristiques, il y avait une marque de piercing. Les enquêteurs supposaient que c'était le corps d'Ingrid. Elle avait aussi un piercing à cet endroit. L'expertise a confirmé leur supposition. Toutes les nouvelles preuves ont également été collectées et envoyées au laboratoire. Le 18 avril 2016, une jambe a été trouvée dans une usine de traitement des déchets. Les ongles étaient vernis de la même manière que ceux de la disparue. Tous les lieux de découverte des parties du corps se trouvaient relativement près du domicile de la victime. Tout cela indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un tueur en série, mais probablement d'une personne bien préparée. Les enquêteurs étaient convaincus que John était derrière ce crime. Et ils étaient sur la bonne voie. Mais, étant donné l'absence de preuves de son implication dans le meurtre, les détectives ont commencé à examiner d'autres suspects parmi les proches et les connaissances de la victime. Mais aucun d'entre eux ne correspondait au profil du suspect. Il a également été décidé de procéder à une nouvelle perquisition dans la maison d'Ingrid, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations. Cette fois, pendant l'inspection, on a utilisé du luminol qui fait ressortir les taches de sang nettoyées. Ainsi, on a pu trouver beaucoup de traces de sang nettoyées qui n'étaient pas visibles lors de la première inspection visuelle. Les policiers ont même démonté les tuyaux de plomberie et ont découvert beaucoup de sang dans l'évacuation. Cela confirmait que la maison avait été la scène sanglante du meurtre de la propriétaire. Les preuves trouvées indiquaient que le crime n'était pas un accès de rage accidentel. Il avait été soigneusement planifié et on avait tenté de le dissimuler. Quelqu'un avait activement tout nettoyé. Quand les rapports des experts sont arrivés, les circonstances du meurtre brutal sont devenues claires. Des traces de strangulation ont été découvertes sur le cou de la victime, ce qui a été la cause de la mort. Cela était indiqué par les écorchures au niveau de la gorge, ainsi que par les ruptures de capillaires dans les yeux d'Ingrid. Après cela, la victime a été traînée dans sa baignoire, où elle a été découpée en morceaux et emballée dans des sacs poubelles. L'expertise toxicologique a montré que la défunte était sous l'influence de l'alcool. Son niveau était légèrement supérieur à la normale. Cela indiquait une légère ivresse, mais aucune substance interdite n'a été trouvée dans son sang. Le 20 avril de la même année, la voiture d'Ingrid a été retrouvée à Belltown, à 6 minutes en voiture de Seattle. C'est là qu'ont été découverts les mêmes sacs poubelles dans lesquels les restes de la victime ont été trouvés. À l'intérieur, les criminologues ont découvert 3 empreintes digitales sur la poignée de porte côté conducteur, qui sont devenues des preuves décisives dans l'affaire. Elles ont été immédiatement recueillies et envoyées pour expertise, où il a été possible de confirmer que le propriétaire des empreintes était ce même John Charlton, qui avait vu la victime vivante en dernier. Tous les témoignages et preuves obtenus menaient au nouveau petit ami de la victime. Son calme, sa façon de communiquer et ses déclarations pendant l'interrogatoire étaient une tactique trompeuse, généralement destinée à confondre l'enquête. Cependant, il a été possible de prouver de manière convaincante qu'il avait planifié le crime avant même de rencontrer la victime. Il s'est introduit frauduleusement dans sa maison, l'a étranglée, puis s'est débarrassé des restes. Il a également soigneusement nettoyé les traces du crime, après le règlement de compte brutal. Mais il n'y avait rien de substantiel contre lui, donc le suspect a été convoqué pour interrogatoire. Idéalement, les détectives voulaient obtenir ses aveux. Lors de l'interrogatoire, John a de nouveau raconté qu'il avait rencontré la défunte. Il passait un bon moment, s'amusait,
la femme se sentait très bien. Puis ils sont rentrés chez elle en bus. Et après il est parti, quand elle était encore en vie. Ensuite, il est allé chez son ex-petite amie. En même temps, John ne pouvait pas expliquer comment ces empreintes digitales se sont retrouvées dans la voiture d'Ingrid s'ils sont rentrés chez elle en bus. Son alibi était également remis en question. Les officiers de police ont fait de grands efforts pour obtenir les contacts de sa petite amie et avoir une conversation confidentielle avec elle. L'identité du témoin n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité. Selon la jeune femme, John ne travaillait pas vraiment et passait généralement ses nuits dans un refuge situé à Seattle. Il venait chez elle pour quelques nuits chaque semaine. Au moment des crimes, ils se connaissaient depuis environ 1 an. L'homme gardait une partie de ses effets personnels chez sa petite amie. Il devait venir chez elle le matin du 9 avril 2016. Cependant, il était très en retard. Arrivé chez elle vers 22h30, la jeune femme a remarqué qu'il avait la lèvre fendue. Mais le petit ami s'est justifié en disant qu'on avait essayé de le voler dans un bar. Il s'avère que John n'avait aucun alibi et qu'il avait menti sur sa localisation. Les officiers de police qui ont interrogé l'homme juste après la disparition d'Ingrid se sont également souvenus qu'il était blessé. Il avait des écorchures sur la tête et le menton, des égratignures sur la poitrine et les bras. La nature des blessures pouvait correspondre aux actions défensives qui n'ont pas pu sauver la vie d'Ingrid. Mais elle s'est désespérément débattue. La police a examiné la biographie complète du meurtrier présumé d'Ingrid Line et a pris des mesures pour l'arrêter. Selon les informations obtenues, John Charlton est né en 1979 à Washington. Dans une famille respectable, il était un enfant normal, mais à l'adolescence, des problèmes de comportement sont apparus. Il a abandonné l'école et quitté le domicile familial. John a beaucoup voyagé à travers le pays à la recherche d'une vie meilleure. À 37 ans, il a commencé à avoir des problèmes avec la loi à cause de son passé. En 1997, il a été condamné pour agression mineure, sa tendance à l'agressivité a été identifiée. De plus, sa conduite négligente et ses manœuvres dangereuses sur la route ont été enregistrées à plusieurs reprises. À Washington, en 1998 et 2006, il a été poursuivi pour tentative de vol, dans des circonstances aggravantes. En 2008, il a été condamné pour vol dans le Montana. Un cas similaire a été enregistré en Idaho en 2009. Les parents de l'homme ont fourni encore plus d'informations utiles. En 2006, sa mère et son père se sont adressés à la police, essayant de se protéger des accès de colère de leur propre fils, qui se manifestait en état d'ébriété quand il venait chez eux. Ils ont même obtenu une ordonnance restrictive contre lui, mais rien n'a aidé. Au fil des ans, son comportement est devenu de plus en plus violent et incontrôlable. Il était constamment sous l'influence de l'alcool et de substances interdites, et pouvait exploser sans raison. Une de ses ex-petites amies a raconté que John l'étranglait violemment pendant les rapports intimes. Jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer, il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Une autre ex a raconté que John lui avait avoué avoir tué une fille quelques années auparavant en Floride. Tous ses amis le décrivaient comme violent, agressif, qui aimait l'alcool et les substances interdites, et sous leur influence pouvait faire n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas été surpris quand John a été accusé de meurtre. Sur la base de toutes ces circonstances, John Charlton, 37 ans, a été arrêté et accusé du meurtre de la femme. Malgré le déni initial de son implication dans le crime, au tribunal, sur conseil de ses avocats, John a finalement avoué. Il a raconté qu'il avait délibérément étranglé Ingrid, puis avait apporté le corps dans la baignoire, où il l'avait découpé en morceaux avec une scie. Après avoir emballé les restes dans des sacs poubelles, il est parti dans la voiture de la victime à travers le centre de Seattle, où il les a jetés dans plusieurs bennes différentes. Ces paroles ont été confirmées par les experts médico-légaux. L'accusé n'a toutefois pas pu expliquer le motif du crime. C'était simplement l'agression non motivée d'une personne qui représentait une menace pour la société depuis de nombreuses années. Et finalement, le mal s'est manifesté par un crime monstrueux. John a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Sa peine de prison était de 27 ans et 9 mois. Cette sentence a indigné beaucoup de gens, car John pourrait être libéré à l'âge de 65 ans. Avant le prononcé de la sentence, le meurtrier s'est adressé au tribunal et à la famille endeuillée de la victime, et a exprimé des remords sincères. Il leur a demandé pardon pour la douleur qu'il leur avait fait endurer. La mère de la victime était indignée par la sentence, car le criminel n'avait pas seulement tué sa fille, mais l'avait aussi violée, découpée en morceaux et jetée dans différentes poubelles, comme si elle n'était rien. Philippe, l'ex-mari de la femme démembrée, a rappelé qu'ils avaient tous perdu non seulement une bonne personne, mais aussi la mère de 3 enfants, qui serait impossible à remplacer. L'affirmation de l'ex-petite amie de John selon laquelle il avait précédemment commis un meurtre en Floride n'a pas pu être confirmée.
Dans cet état, il y avait eu plusieurs cas similaires de meurtre, mais aucune preuve sur place pouvant indiquer John n'a été trouvée. Bien que la police pense que la probabilité qu'il ait tué auparavant est assez élevée. Une collecte de fonds a été ouverte sur le site GoFundMe pour les 3 filles de la défunte Ingrid. Ces collectes ont atteint plus de 270 000 $. Beaucoup d'adolescents choisissent leurs idoles parmi les célébrités et les personnes populaires. D'un côté, ce n'est pas si mal si l'on s'oriente vers des qualités positives de la personnalité, que ce soit la détermination ou un caractère charismatique. Mais que se passe-t-il si dès son jeune âge une personne s'intéresse aux tueurs en série, admire les maniaques et glorifie les crimes sanglants? Et si cet adolescent veut devenir l'un d'entre eux? Sarah est née en 2002 en Suisse. Quelque temps après, elle a déménagé en Bavière, en Allemagne. Selon la législation du pays, des lois très strictes sur la confidentialité sont en vigueur, y compris concernant les criminels. C'est pourquoi le véritable nom de la jeune fille est inconnu. Dans les médias, on l'appelle Sarah M. L'enfance de la jeune fille s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales. Elle avait des parents attentionnés et aimants qui entretenaient une compréhension mutuelle avec elle. Elle avait de bonnes notes à l'école, était une fille studieuse et s'était fait beaucoup d'amis. La jeune fille aimait les animaux, elle avait même son petit lapin domestique. Rien d'inhabituel n'a pu être découvert dans sa vie à cette époque. Rien qui aurait pu éveiller la soif de sang chez une personne lumineuse. À l'adolescence, Sarah, comme la plupart des jeunes, est devenue rebelle. Elle a commencé à sécher les cours, à développer des centres d'intérêt que ses parents ne partageaient pas. Beaucoup d'amis et de connaissances ont remarqué qu'elle était devenue hostile et agressive. À cause de cela, il y avait des conflits dans le groupe et c'était de plus en plus souvent Sarah qui les provoquait. Parfois elle se comportait avec arrogance, mais dans des conversations franches, elle se plaignait de se sentir inutile et seule. Elle ne pouvait pas trouver d'issue à la situation, alors elle se renfermait de plus en plus sur elle-même et devenait de plus en plus cruelle envers son entourage. Pendant cette période, elle a commencé à manifester un comportement sadique. Si quelqu'un ne lui plaisait pas, l'écolière pouvait le harceler et le tourmenter, en tirant visiblement du plaisir de cela. Sarah a cessé de respecter le code vestimentaire de l'école. Au lieu de cela, elle portait constamment des jeans déchirés et utilisait un maquillage très agressif. Elle ressemblait à une fan typique de heavy metal. Ses connaissances autrefois conservatrices la soupçonnaient d'adorer Satan à cause de son apparence. Quand d'autres camarades de classe lui demandaient pourquoi elle s'habillait ainsi, la rebelle répondait qu'elle pouvait se le permettre. Car elle gagnait beaucoup d'argent en vendant son corps. Bien sûr, c'était un mensonge. Elle en aimait simplement beaucoup attirer l'attention sur elle et le faisait de manière très radicale, choquant tout le monde. Pour cela, elle était prête à faire preuve de grossièreté et même à attaquer la première une personne, y compris en utilisant la violence physique. Cela ressemblait à une période d'adolescence difficile ordinaire, qui se manifeste différemment chez chacun. Cependant, la situation s'est considérablement compliquée et a commencé à échapper à tout contrôle quand l'héroïne a eu 16 ans. À cette période, elle a commencé à expérimenter avec des substances interdites. La jeune fille a commencé par consommer des drogues douces interdites, puis est passée aux drogues dures. Finalement, elle a développé une grave dépendance à l'ecstasy. Cette addiction vicieuse a attiré l'attention des autorités. L'écolière a été arrêtée et accusée de consommation de substances interdites. De plus, la jeune fille se comportait de manière extrêmement agressive. Elle insultait les officiers, attaquait les forces de l'ordre et essayait de leur causer des dommages physiques. Après cet événement, la situation n'a fait qu'empirer. Sarah a commencé à s'automutiler. En même temps, elle ne cachait absolument pas ce qu'elle faisait à ses proches et amis. Tous ses bras étaient couverts de coupures, et sa mère et son père s'inquiétaient beaucoup de ce qui se passait. Un jour, quand ils sont entrés dans sa chambre, ils ont vu une corde qui pendait du plafond. Ce fut la dernière goutte, après quoi la jeune fille a été placée dans un hôpital psychiatrique. Ici, elle a passé des examens et a été gardée pour un long traitement. Les médecins ont diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité borderline, ainsi que des hallucinations dues à la consommation de substances psychoactives. Les médecins ont également identifié plusieurs troubles émotionnels plus légers. Les spécialistes ont immédiatement commencé le traitement, mais le séjour de la jeune fille à l'hôpital ne se passait pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Quelque temps après, il a été établi qu'elle avait essayé de convaincre un autre patient de mettre fin à ses jours. Il a réussi à se reprendre en main, mais la situation a beaucoup inquiété les médecins de la clinique. En conséquence, son traitement a été prolongé. On pense que c'était lié au fait que les psychiatres ont vu une détérioration de son état
et comprenait qu'il était dangereux de relâcher une telle patiente. La jeune fille a passé plusieurs mois dans l'établissement spécialisé en raison des tendances destructrices identifiées dans son comportement. Au cours des années suivantes, Sarah s'est retrouvée avec une régularité remarquable dans l'hôpital psychiatrique. Cela a continué jusqu'à ses 17 ans, mais rien n'aidait. La jeune fille a développé une obsession sombre et perverse pour les tueurs en série. Elle consacrait tout son temps libre à regarder des séries et des chroniques criminelles sur les cas les plus choquants d'ultraviolence. Ses tueurs en série préférés étaient Ted Bundy et Richard Ramirez. Elle était littéralement obsédée, particulièrement par le second. Des portraits de Richard Ramirez étaient accrochés dans toute sa chambre. Son visage était en fond d'écran de son téléphone portable. La photo de Ted Bundy était devenue le fond d'écran de son ordinateur. Sur ses pages de réseaux sociaux, Sarah faisait régulièrement des publications sur les tueurs en série, soulignant quels sentiments passionnés ils éveillaient en elle. Elle y partageait aussi ses réflexions sur la vie des tueurs en série. Par exemple, la jeune fille était convaincue que Jack l'Éventreur était une femme. C'est pourquoi ce personnage est devenu l'un des plus importants pour elle. Elle voulait tuer, comme son idole Richard Ramirez, elle dessinait un pentagramme sur sa paume. En Allemagne, il existe des lois très strictes concernant les symboles. Un tel acte pouvait conduire la jeune fille en prison pour 3 ans. Mais elle n'a jamais été prise avec ce symbole sur la paume. Son comportement devenait de plus en plus effrayant et inquiétait ses proches et ses connaissances. L'obsession se développait progressivement, jusqu'à ce que l'héroïne de l'histoire se pose la question. Comment est-ce d'être un tueur en série mondialement connu? L'écolière voulait clairement de l'attention par tous les moyens, cependant cela s'est transformé en obsession pathologique. Malgré toutes ces idées extravagantes, à 17 ans, la jeune fille a eu un petit ami. Il s'appelait Léon, mais les données exactes et l'âge n'ont pas pu être déterminés. Encore une fois, en raison de la législation très stricte sur la confidentialité en Allemagne. Comme sa petite amie, le petit ami luttait contre des troubles mentaux. Il avait déjà un casier judiciaire, et le jeune homme souffrait aussi d'une dépendance aux substances psychoactives. Sarah est tombée amoureuse du jeune délinquant, qui lui semblait être le garçon idéal. Il est devenu son premier homme. Les adolescents passaient tout leur temps libre ensemble. Pendant cette période, la jeune fille est devenue littéralement obsédée par le sexe. Cependant, au début, cela convenait parfaitement aux deux jeunes gens. Ils semblaient former un couple très harmonieux. Plus tard, Léon a appris l'obsession pour les tueurs en série, mais n'y a pas prêté attention. Il acceptait aussi une autre particularité dangereuse de sa bien-aimée. Sarah pouvait exploser. Littéralement sans raison, et contrôlait difficilement son agressivité. La jeune fille essayait par tous les moyens de rendre les relations sexuelles avec son petit ami plus extrêmes. Elle lui demandait de la frapper et de l'étrangler. Le degré de violence dans leur relation augmentait progressivement. À chaque fois, elle voulait de plus en plus de brutalité et de violence. Elle a commencé à filmer les actes sexuels avec son petit ami. Leur relation a duré environ 1 an et demi. Progressivement, Léon se sentait de moins en moins à l'aise avec une fille aussi folle. Finalement, il a quitté sa petite amie, ce qui a été un véritable choc pour Sarah. Elle croyait sincèrement qu'elle serait toujours avec son petit ami. Il lui a brisé le cœur. Cependant, la nature cruelle de la jeune fille ne lui permettait pas de laisser partir son ex-petite amie aussi facilement. Elle avait soif de vengeance. C'est pourquoi Sarah a commencé à répandre des rumeurs parmi les amis et connaissances. Elle accusait son petit ami de brutalité et même de viol. Elle s'est plainte que Léon avait publié ses photos intimes sur Internet. Cela attirait de plus en plus l'attention que l'héroïne de l'histoire aimait tant. Mais en réalité, personne ne croyait la jeune fille. Tous savaient que c'était encore une fois sa façon d'attirer l'attention. Cela l'a mise encore plus en colère. C'est après cela que la rebelle a décidé qu'il fallait tuer son ex-petite amie. Cependant, elle ne voulait pas simplement se venger. Elle souhaitait exécuter des centaines de personnes. L'écolière avait littéralement développé une haine envers les hommes. Alors, elle a décidé de les attirer dans un piège et de les tuer. La jeune fille ciblait ceux qui ressemblaient même vaguement à Léon. En avril 2021, la haine de Sarah a atteint son apogée. 1 mois seulement s'était écoulé depuis sa rupture avec son petit ami, quand elle s'est rendue dans un magasin de bricolage avec son amie Francisca. Ici, elle a acheté un énorme couteau de 30 cm. Mais à ce moment-là, elle n'était pas assez âgée pour faire cet achat seule et sans éveiller les soupçons. C'est précisément à cette étape qu'elle avait besoin d'une amie plus âgée, qui avait déjà atteint la majorité. Avec son aide, elle a pu acquérir l'arme blanche. Sarah pensait que le couteau serait son arme préférée pour l'exécution des hommes. Après que la jeune fille a acquis l'instrument du meurtre, elle a mené toute une recherche en ligne. Pendant plusieurs jours,
Elle a posé des dizaines de questions sombres au moteur de recherche. Elle voulait savoir combien de temps une personne mettrait à mourir si on la poignardait au cou, au poumon, au cœur et autres parties du corps. Elle consultait également des informations sur ses tueurs en série préférés, essayant de découvrir dans les moindres détails les circonstances de la mort de chacune de leurs victimes. La jeune fille essayait de comprendre non seulement comment tuer une personne le plus efficacement possible, mais aussi comment rester hors de portée de la police. Bien sûr, poser de telles questions via un moteur de recherche, qui peut facilement être tracé, c'est stupide. Cependant, cela ne dérangeait pas Sarah. La jeune criminelle voulait aussi savoir qui était le tueur en série le plus efficace en termes de nombre de victimes. C'est à ce moment qu'elle a découvert le célèbre médecin-tueur nommé Harold Shipman, plus connu sous le nom de Dr. Death. 28 crimes ont été officiellement prouvés, mais selon d'autres sources, il aurait pu commettre jusqu'à 250 meurtres. Grâce à cet énorme nombre de victimes, il est automatiquement devenu le tueur en série préféré de la jeune fille. En plus d'utiliser ouvertement le navigateur, Sarah a commis au moins 2 autres erreurs. Elle a décidé d'être une tueuse en série qui battrait le record du Dr. Shipman. Elle en a tout de suite parlé à son amie sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle en a aussi parlé à son amie, celle qui l'avait aidé à acheter le couteau. Bien sûr, elle n'aurait pas fait cela si elle avait pensé à préserver la confidentialité. Elle voulait précisément la célébrité. À ce stade, il était nécessaire de réfléchir à la façon dont elle attirerait ses victimes. C'est alors que la jeune fille s'est rendue sur le site de rencontre, où elle est devenue Damina Sherry. Le nom Damina n'a pas été choisi au hasard, il signifie domination. Selon elle, Internet était l'endroit idéal où l'on pouvait facilement faire des rencontres et rester incognito. Elle pensait ainsi utiliser son compte pour attirer les hommes et les tuer. Sarah prévoyait de prendre autant de vies que possible avant d'être arrêtée. Les profils sur 2 sites de rencontres ont été créés et préparés le 28 avril 2021. Ici, la jeune criminelle se décrivait comme une belle fille blanche de 19 ans, vierge, qui préférait les baisers et le BDSM. Pour susciter l'intérêt des victimes potentielles, elle téléchargeait ses photos intimes sur la page. Après la création du profil, elle a rapidement eu des dizaines d'admirateurs. Bien sûr, son profil attrayant avec une belle vierge de 19 ans et de telles photos explicites ne pouvaient pas passer inaperçues. Elle n'a pas voulu se précipiter, alors elle a décidé de s'occuper du choix des victimes masculines les plus appropriées. C'est pourquoi, au cours des 3 jours suivants, Damina Sherry a commencé à communiquer avec un grand nombre d'hommes inconnus pour comprendre lequel d'entre eux serait une victime appropriée pour devenir le numéro 1 sur sa liste de meurtres en série. Tous les dialogues étaient typiques. La jeune fille affirmait qu'elle avait une expérience assez vaste avec les hommes, mais en même temps disait qu'elle était vierge. L'un des premiers avec qui Damina a commencé à communiquer était un homme nommé Sam. Elle s'est assurée qu'il était majeur, après quoi elle a convenu d'un rendez-vous avec lui pour le 3 mai 2021. Dès le 4 mai, elle a rapidement convenu d'un rendez-vous avec un autre homme qui s'appelait Matt en ligne. Il s'est présenté comme enseignant et a raconté qu'il s'intéressait beaucoup aux pratiques sexuelles non conventionnelles. Il était fasciné par les intérêts de Sarah et ses photos. Alors il lui a proposé de se rencontrer et d'avoir des relations intimes dans sa voiture. Mais la jeune fille l'a convaincu d'aller dans une maison de campagne, et il a accepté. Une autre personne nommée Anthony a convenu d'un rendez-vous avec Sherry le 5 mai. Il était l'un de ceux qui proposèrent de jouer le rôle d'esclave sexuel pour la jeune fille. Il voulait même faire un cadeau, sa voiture. Il convient de noter que de telles promesses étaient faites par beaucoup des hommes avec qui Sarah a communiqué pendant ces 3 jours. Au total, il y avait 224 victimes potentielles avec lesquelles elle correspondait. Elle prévoyait de tuer au moins une personne par jour. Mais Sarah a encore commis un acte imprudent, en confiant son projet à son ami. Dans cette correspondance, elle a indiqué qu'elle avait l'intention de se débarrasser de chaque nouvelle victime en l'immobilisant, puis en lui tranchant la gorge. Cependant, même à ce stade, l'ami ne prenait pas au sérieux ce que Sarah disait. La jeune fille connaissait son attirance pour l'attention. Naturellement, de telles personnes, des menteurs pathologiques, ne sont pas toujours faciles à prendre au sérieux, surtout quand ils affirment qu'ils vont s'engager dans des choses aussi extravagantes que des meurtres en série. Pendant les conversations privées avec la jeune fille, un autre homme nommé Zaïd est apparu. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était un émigrant d'Iran, qui avait 39 ans au moment de sa rencontre avec Mina. Il avait déménagé en Allemagne en 2014 et vivait dans le pays depuis environ 7 ans. L'homme était le plus âgé de sa liste. Il a raconté à sa nouvelle amie qu'il faisait partie d'une famille nombreuse et qu'il avait 6 frères.
Ici, il avait trouvé un travail de garde de sécurité privée et passait tout son temps libre à jouer au football, qu'il adorait simplement. Au printemps 2021, il parcourait les pages des sites de rencontres, où il est tombé sur la photo époustouflante de Sarah et a fait la connaissance de Damina Chéri. Il avait toujours voulu fonder une famille, et la proposition de la jeune beauté l'avait intrigué. La rencontre avec cet homme a eu lieu le 1er mai. Il a écrit à la jeune fille à 10h53 du matin. Ils ont rapidement commencé une conversation. Zaïd a raconté qu'il avait une voiture. Il convient de noter que parmi les centaines d'hommes avec qui la jeune fille communiquait, tous n'étaient pas des scélérats qui voulaient simplement avoir des relations sexuelles avec une vierge de 19 ans. L'émigrant iranien semblait vraiment être amoureux d'elle et voulait construire une relation sérieuse avec elle. Il avait simplement décidé d'expérimenter dans sa recherche de partenaire. Cependant, il ne se doutait pas à ce moment-là qu'un danger mortel planait sur lui. Quand Sarah a appris qu'il avait sa propre voiture, elle lui a proposé de se rencontrer la même nuit. Vers 20h, Zaïd devait la récupérer à l'arrêt de bus le plus proche. Après cela, ils étaient censés se rendre dans la maison de Sarah, située dans la forêt hors de la ville. Le reste de la journée, la future tueuse en série prévoyait de passer à préciser les détails de l'affaire à venir. Pendant cette période, de nouvelles requêtes sinistres sont apparues dans son navigateur. Elle voulait savoir combien de temps il fallait pour qu'une personne se vide de son sang et avec quelle blessure. Elle demandait aussi comment se débarrasser le plus efficacement d'un corps. Pendant cette période, un invité inattendu est apparu chez elle. Son ex-petit ami Léon est venu chercher ses affaires. À un moment donné, Sarah a voulu le tuer sur place, à cause de la colère qui l'a soudainement envahi. Mais il s'attendait à de tels rebondissements, alors il est venu chez elle avec son ami. L'ami est resté à l'extérieur. Mais il avait été prévenu que s'il ne sortait pas au bout de 10 minutes, cela signifiait que son ex l'avait attaqué. Sarah a vu cet homme dans la cour intérieure et a renoncé à l'idée de tuer Léon. Vers 19h37, Damina était déjà prête pour la rencontre avec sa première victime. C'est à ce moment qu'elle a écrit à 2 de ses amis, y compris la fille qui l'avait aidé à acheter le couteau, où et comment elle avait l'intention de se débarrasser de la personne. Elle a demandé qu'il lui souhaite bonne chance. Après cela, son ami par correspondance s'est sérieusement inquiété. Elle comprenait que les intentions de Sarah étaient très sérieuses. Si elle était au courant du crime et ne le signalait pas à la police, elle serait automatiquement considérée comme complice. Plus tard, la police a prouvé qu'elle avait posé de telles questions dans le moteur de recherche. Il est difficile de dire comment exactement la législation allemande considérait de tels actes, mais elle n'a pas trouvé de réponse concrète à cette question. Dans tous les cas, l'ami n'est pas allé à la police. Vers 20h, comme convenu, Zaïd est arrivé en voiture à l'arrêt de bus. La charmante Damina est immédiatement montée dans sa voiture. Elle l'a tout de suite mise à l'aise dans la conversation, ils ont commencé à flirter. La jeune fille a essayé de tout faire pour créer du confort et endormir la vigilance de la victime. Elle a indiqué qu'il fallait environ une demi-heure de route jusqu'à sa cabane dans la forêt, puis l'a dirigée vers la petite maison. Zaïd ne se doutait pas que c'était en fait une invention. Elle n'avait aucune cabane, ni maison de campagne. Le but de la criminelle était uniquement d'attirer la victime le plus loin possible de la ville, dans un endroit isolé, pour ne pas attirer l'attention. Environ une demi-heure après le début du trajet, ils ont tourné sur une route de terre. S'étant enfoncés un peu plus profondément dans la forêt, ils se sont arrêtés. Sarah a distrait Zaïd avec son téléphone portable, puis l'a frappé au cou avec le couteau de 30 cm. À ce moment, ses plans ont commencé à s'effondrer, car l'homme n'est pas mort instantanément comme elle l'avait prévu. Au lieu de cela, l'Iranien a commencé à se battre avec elle, alors la jeune fille a paniqué et s'est enfuie, espérant qu'il se viderait simplement de son sang et mourrait. Cependant, il a réussi à atteindre la route principale d'où ils avaient tourné. Il est sorti sur la route et a commencé à arrêter les voitures. Heureusement, dans la première voiture qui s'est arrêtée, il y avait une infirmière. C'était un véritable miracle. L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, il est tombé dans le coma, et les médecins ont continué à se battre pour sa vie. Pendant ce temps, la future tueuse en série errait dans la ville. Elle était revenue à pied, mais se retrouvait sans chaussures. Ses collants étaient complètement déchirés. Sarah marchait dans les rues couvertes de sang. Elle errait ainsi, ignorant les passants et marmonnant quelque chose. Un des témoins qui a rencontré la jeune fille a prévenu la police. Cela s'est produit seulement 37 minutes après qu'elle ait tenté de tuer sa première victime. Quand les policiers, arrivés sur dénonciation, ont arrêté Damina tout ensanglantée dans la ville voisine d'Ebermannstadt, ils ont essayé de comprendre ce qui était arrivé à la jeune fille.
Les forces de l'ordre ont même supposé qu'elle aurait pu tuer quelqu'un en légitime défense. Mais Sarah a directement répondu que rien de tel ne s'était produit. Personne ne l'avait attaquée, elle voulait simplement ôter la vie à quelqu'un. Les policiers ont été choqués et l'ont arrêtée. Pendant cette période, les médecins se battaient désespérément pour la vie de Zaïd, mais il restait dans le coma même 2 semaines après l'attaque. Sa famille est venue en avion. Les parents et les frères restaient constamment à ses côtés à l'établissement médical et priaient simplement pour qu'il se réveille, qu'il puisse lui parler. Malheureusement, après 19 jours de coma, l'homme est décédé. Le lien entre Sarah et ce crime avait déjà été établi, donc après la mort de l'homme, ces accusations ont été requalifiées de tentative en meurtre prémédité. En même temps, Damina ne montrait absolument aucun remords envers sa victime. Elle était contrariée seulement parce qu'elle avait été attrapée par les forces de l'ordre et n'avait pas pu réaliser son plan et tuer de nombreuses victimes. Pendant son séjour en prison, la jeune fille portait des vêtements civils. Elle voulait porter une combinaison orange, comme son idole, mais celles utilisées en Allemagne ne correspondaient pas à la couleur. La suspecte avait également demandé à mettre des affiches de tueurs en série dans sa cellule, mais avait essuyé un refus. Sarah continuait à se comporter comme une folle. Une fois, lors d'une visite de sa mère, elle lui a demandé de terminer ce qu'elle avait commencé et de tuer Léon pour elle. Quand le procès a commencé en 2022, la jeune fille n'a exprimé pas le moindre remords. Elle admettait ouvertement qu'elle voulait devenir une tueuse en série, poussée par son ex-petit ami Léon qui l'avait quittée, et qu'elle voulait donc se venger du plus grand nombre possible d'hommes en les tuant chaque jour. Sarah était déçue que son plan ait échoué si rapidement. Plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit pour la criminelle. Le garçon qu'elle accusait de tout, y compris de viol, Léon, est venu témoigner. À ce moment-là, elle est devenue furieuse, essayant littéralement de se libérer de ses entraves pour le mettre en pièces en plein tribunal. Mais elle a été maîtrisée. Le procureur affirmait que cette jeune fille représentait une grave menace pour la société. Elle déclarait tout à fait ouvertement son désir d'apporter la mort aux innocents, ce qu'elle avait déjà prouvé en tuant l'immigrant iranien. L'âge de Sarah, qui avait à peine 18 ans au moment du procès, a été considéré par le tribunal comme une circonstance atténuante. Elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à seulement 12 ans de prison. Après quoi elle a dessiné un pentagramme sur sa main directement dans la salle d'audience et l'a montré à tous les présents. De cette façon, elle a copié la photo la plus célèbre de Richard Ramirez, qui est resté son idole. Le juge qui a examiné cette affaire l'a commenté ainsi. Il est extrêmement rare qu'un criminel tue une personne par soif de meurtre. Et c'est exactement un tel cas. La personne suivante au tribunal dans cette affaire était l'amie Francisca, celle-là même qui avait refusé d'informer la police après avoir appris les plans de Sarah. En effet, si elle avait prévenu la police des plans de Damina, le meurtre aurait pu être évité. Selon la loi, elle risquait jusqu'à 5 ans de prison, mais pour une raison quelconque, toutes les accusations contre elle ont été abandonnées, et elle n'a encouru aucune responsabilité pour cela. L'héroïne principale de cette histoire est partie purger sa peine, non pas en prison, mais dans un hôpital psychiatrique. Le principe est qu'elle y restera jusqu'à ce qu'elle termine son traitement. Ainsi, elle pourrait rester sous surveillance beaucoup plus longtemps que ce qui avait été initialement décidé par le tribunal. Mais seulement si le traitement n'aide pas, ou si elle ne réussit pas à tromper les psychiatres. En novembre 2021, une étudiante du Canada s'est envolée pour le Royaume-Uni pour rencontrer l'amour de sa vie. Cependant, ce qui semblait être un véritable amour sur Internet, s'est avéré être le pire cauchemar avec une fin fatale. Ashley Wadsworth est née le 25 juillet 2002 dans la petite ville de Vernon, Canada, dans une famille ordinaire. Sa mère s'appelait Christy Gondron et son père Ken Wadsworth. Cependant, les parents se sont séparés quand la fillette était encore toute petite. Elle est restée avec son père, qui a littéralement mis son âme en elle. Néanmoins, les 2 parents ont participé activement à sa vie. Ils étaient aimants et ne lui refusaient jamais leur soutien. La fillette a grandi déterminée, consacrant tout son temps libre aux études. Elle était très disciplinée, gérait bien la planification des tâches quotidiennes. Elle voyait en tout cela une opportunité d'accomplir plus dans l'avenir. Malgré son engagement total envers l'éducation, elle faisait aussi du sport, du ski alpin. Tout cela ensemble a permis à la jeune fille de devenir douce, sociable et accomplie. Ashley possédait des capacités remarquables pour son âge. Elle parlait couramment 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol, et avait une position sociale ouverte. Wadsworth prévoyait de poursuivre ses études pour faire carrière comme avocate. Et ce n'était pas que des paroles, car à 18 ans, elle était effectivement admise à l'université Thomson Rivers à Kamloops. De plus, elle était assez religieuse, donc à sa majorité,
elle a été acceptée dans l'église mormone. Quand la Canadienne Ashley Wadsworth avait 11 ans, elle a commencé à communiquer sur Internet avec un garçon nommé Jack Seppel. Il avait 4 ans de plus qu'elle, mais malgré cela, les adolescents ont rapidement trouvé un terrain d'entente. Le garçon vivait au Royaume-Uni, à 6000 km de son ami. Cependant, les réseaux sociaux réduisent toutes les distances, donc ils pouvaient communiquer sans problème à travers eux. Jack était très gentil et attentionné. Les adolescents ont même synchronisé leurs fuseaux horaires pour rester constamment en contact l'un avec l'autre, malgré le décalage horaire de 4 heures. Au début, ils communiquaient comme des amis. Mais avec le temps, ils ont commencé à manifester de la sympathie l'un pour l'autre. La jeune Ashley était ravie de son nouveau petit ami. Ils s'appelaient régulièrement en visioconférence, échangèrent des photos et des vidéos. Cela permettait à la jeune fille de se sentir spéciale. À son avis, trouver un petit ami plus âgé à cet âge était une source de fierté. Jack démontrait de toutes les façons son attachement et ses sentiments pour Ashley. Il faisait beaucoup de cadeaux à son ami, les envoyant par la poste, et était un bon garçon. Ashley recevait constamment des invitations à venir lui rendre visite. Il promettait même d'épouser Wadsworth. Leurs sentiments étaient allés si loin. Jack décrivait en détail de beaux rêves sur leur merveilleux avenir commun, et Ashley y a cru. Son petit ami sur Internet ne se distinguait pas par des capacités intellectuelles aussi remarquables, contrairement à Ashley. Il n'étudiait nulle part, ne travaillait pas, et n'aspirait pas à une vie meilleure. Bien qu'Ashley n'en savait rien, il y avait toutes les raisons de croire qu'il communiquait en parallèle avec plusieurs filles, choisissant une partenaire. En fait, il lui était infidèle. Mais Ashley était complètement absorbée par cette relation virtuelle et amoureuse jusqu'aux oreilles. Elle était déterminée à rencontrer Jack le plus tôt possible et à construire une véritable relation dans la vie réelle, mais en raison de son âge, la jeune fille ne pouvait pas le faire. Les parents lui ont interdit de rencontrer le garçon dans la vie réelle avant qu'elle n'atteigne l'âge de 19 ans. Ainsi, leur relation virtuelle a duré environ 8 ans. Après quoi, Ashley, âgée de 19 ans, en accord avec ses parents, a décidé d'aller au Royaume-Uni. Pour réaliser cela, elle a dû prendre une année sabbatique à l'université, et elle a longtemps économisé pour le voyage de ses rêves. La jeune fille prévoyait de voyager au Royaume-Uni avec un visa touristique de 6 mois et envisageait sa possible prolongation. Ce voyage était également perçu comme une opportunité de voyager et de découvrir la culture d'un autre pays. Cependant, partir directement pour un si long voyage aurait été une véritable imprudence. Alors la jeune fille a d'abord fait plusieurs voyages sur des distances plus courtes avec sa famille. Elle voulait acquérir de l'expérience en voyage. En particulier, elle est allée au Mexique et en Californie. Les parents n'étaient pas enthousiastes à l'idée de ses intentions. Ils pensaient qu'en grandissant, la jeune fille abandonnerait elle-même cette idée. Mais Ashley n'a pas renoncé et était déterminée à rejoindre son bien-aimé, qu'elle connaissait depuis 8 ans et considérait presque comme un proche. Les parents n'aimaient pas l'idée que leur fille soit si loin sur un autre continent avec un inconnu et cela les inquiétait beaucoup, mais Ashley ne pouvait être ni dissuadée ni arrêtée. En fait, en raison de son âge, il ne pouvait plus rien lui interdire ou l'empêcher. Alors le père et la famille espéraient simplement que tout se passerait comme leur fille l'avait prévu. Le père a accompagné sa fille à l'avion, ne se doutant pas qu'il ne pourrait plus jamais la revoir en personne. La jeune fille est partie à la rencontre de son destin, ne se doutant pas que son élu de 23 ans avait un passé sombre. À ce moment-là, le garçon avait déjà 8 condamnations pour 12 crimes différents, tous liés à la violence domestique. De plus, ses anciennes partenaires craignaient sérieusement pour leur vie. C'est pourquoi chacune s'adressait à la police, en se séparant de Jack. Elles obtenaient des ordonnances restrictives. Les filles se plaignaient de violence et utilisaient l'interdiction de communiquer avec lui pour se protéger. Même la propre mère du garçon avait besoin d'une protection similaire. Il l'avait attaquée en 2014, quand la femme avait 55 ans. Elle s'appelait Tracy Dalton. Lors de l'attaque dans sa propre maison, il a sérieusement endommagé la voiture, les fenêtres et les portes de l'habitation. Pour ce crime, il a reçu une peine avec sursis et l'interdiction d'approcher sa mère. Jack n'avait pas le droit de s'approcher d'elle pendant 5 ans, ni de s'approcher de ses biens. Cependant, en 2018, il a violé l'ordonnance du tribunal. Il a donc été envoyé dans une colonie pour délinquants mineurs, où il a passé 8 semaines. Après cela, il était menacé d'une peine de 5 ans en cas de violation des limites établies. Il est remarquable que Jack n'entrait jamais en conflit avec les hommes. Ses victimes étaient toujours des représentantes du beau sexe, et c'était facilement explicable. Les femmes étaient plus faibles et ne pouvaient pas lui résister. Malheureusement, Ashley n'avait pas la moindre idée de son passé sombre.
C'est pourquoi elle est arrivée dans la petite ville de Chelmsford au Royaume-Uni le 12 novembre 2021, directement chez un dangereux criminel qui était un loup déguisé en agneau. Après 8 ans de communication en ligne, elle avait développé une confiance totale envers son partenaire. Elle est donc allée directement vivre dans son appartement d'une pièce. Elle n'a même pas envisagé l'option de séjourner à l'hôtel ou dans un appartement loué. La jeune fille était tellement aveuglée par l'amour et lui faisait confiance. Au début, tout allait bien. Le couple visitait des lieux touristiques intéressants. Ils prenaient beaucoup de photos des sites locaux et postèrent leurs photos heureuses sur leurs pages de réseaux sociaux. Les amoureux ont adopté un chaton qu'ils ont nommé Winston et ont commencé à s'en occuper. Il semblait qu'Ashley était heureuse. Quand la jeune fille parlait en visioconférence avec sa famille, elle racontait que Jack était très gentil, doux, attentionné et prévenant. Le garçon faisait de son mieux pour lui donner cette impression. Cependant, Jack était sans emploi, n'aspirait à rien, il n'avait jamais d'argent. Il ne correspondait clairement pas à l'image que la jeune Ashley avait en tête. Elle a assez rapidement compris que le garçon n'était pas celui qu'il prétendait être et ne lui convenait absolument pas. En même temps, la jeune fille se retrouvait dans une position peu enviable, car elle n'avait pas la possibilité de le quitter rapidement et de déménager. Il suffit de se rappeler qu'elle se trouvait dans son appartement, sous sa surveillance 24 heures sur 24, et elle n'avait même pas la possibilité de simplement s'enfuir de chez lui. Assez rapidement, la relation qui semblait parfaite a commencé à se dégrader. Jack s'irritait à cause de cela et se comportait de manière inadéquate et agressive. À Noël, ses problèmes de santé mentale se sont aggravés à cause d'une overdose de médicaments. La jeune fille a appelé une ambulance et il a été emmené dans un hôpital psychiatrique. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique et paranoïaque. De retour de la clinique, il a commencé à manipuler son ami grâce à ce fait. Le garçon jouait sur la pitié d'Ashley. Ils se disputaient de plus en plus souvent. Ashley envoyait même des enregistrements de leurs disputes à ses amis. Certaines actions du garçon semblaient vraiment effrayantes. Les amis de la jeune fille lui conseillaient de se séparer au plus vite d'un type aussi déséquilibré. Il lui était difficile de communiquer avec sa famille et ses amis car il avait changé les mots de passe d'accès aux réseaux sociaux et aux messageries. Le garçon contrôlait constamment ses conversations et ses appels. Plus tard, la jeune fille a raconté à sa famille qu'il l'avait un jour frappé à la tête. Mais Ashley pardonnait tout en partie parce qu'elle était sous le contrôle total d'un tyran avec des problèmes mentaux. Mais la situation ne faisait qu'empirer. Comprenant que cette relation était fondamentalement dysfonctionnelle, elle sauvegardait périodiquement des documents sur son téléphone comme preuve de leur conflit. En plus des enregistrements audio des scandales, elle prenait régulièrement des photos de ses coups, des nombreux bleus que Jack laissait sur son corps. Quand la jeune fille était pratiquement prête à partir, Jack a mis en scène une tentative de suicide. Compte tenu du haut niveau de contrôle qu'il avait sur elle, il a réussi de cette façon à la retenir près de lui à nouveau. Leur relation suivait une spirale descendante et cela ne pouvait pas bien se terminer. Le 1er février 2022, un des voisins de Jack Sepple a entendu les cris d'une fille à travers le mur. En sortant dans le couloir, il a vu Ashley qui se tenait dehors près de la porte. Elle pleurait et a dit que son petit ami maltraitait le chaton, le jetant contre le mur. Elle était sous le choc car elle n'avait jamais vu une telle cruauté de toute sa vie. Après cela, selon elle, il s'en est pris à la jeune fille et a aussi cassé son téléphone. La cause de cet accès de rage était un événement tout à fait insignifiant. Jack a surpris son ami en train de faire défiler le fil d'actualité sur son téléphone. Elle avait accidentellement regardé la photo d'une fille nue. Il l'a accusée d'être une perverse et a commencé à déverser sa colère sur elle. Il ne l'écoutait absolument pas et semblait simplement devenu fou de rage, littéralement sans raison. La jeune fille a eu le temps de raconter cela à ses voisins et elle a également dit qu'elle craignait pour sa vie à cause de tels accès de rage soudains du garçon. Cependant, quand ils sont sortis pour parler à Jack, Ashley leur a demandé de ne pas appeler la police. Elle ne voulait pas causer de problèmes au garçon. Ils ont accepté et se sont adressés à Jack, et cela a aidé. Il s'est effectivement un peu calmé. Le garçon a dit qu'il ne ferait de mal à personne. Son comportement était une erreur, mais c'était encore une de ses manipulations. Après ces événements, la jeune fille a informé sa famille qu'elle avait définitivement l'intention de rentrer chez elle. Elle était fatiguée de cette relation et des accès de rage soudains de Jack. Ils étaient incroyablement heureux de cette nouvelle, car ils comprenaient que leur fille se trouvait dans une situation terrible. La grand-mère a immédiatement réservé des billets d'avion pour le Canada pour le 3 février 2022. Je peux vous aider à traduire ce texte en français. Voici la traduction. Cependant, la jeune fille n'a pas vécu jusqu'à ce jour. Vers midi le lendemain, le 2 février 2022,
Deux nouveaux amis d'Ashley de l'église mormone au Royaume-Uni ont reçu des messages de la jeune fille disant qu'elle avait de sérieux problèmes. Elle a demandé qu'on vienne la chercher et a donné l'adresse où elle se trouvait. Elle a envoyé cette information depuis un nouveau compte, signant de son nom, car il contrôlait tout ce qui était lié à ses comptes. Cependant, aucun des amis n'a pu réagir rapidement car ils étaient au service religieux. Quelques heures plus tard, ses amis d'Ashley se sont libérés et ont reçu un autre message depuis son compte principal, disant que tout allait bien. Et cela semblait étrange. Bien que le message ait été envoyé depuis son propre numéro, il n'était absolument pas dans son style, ce qui suscitait des soupçons légitimes. Il savait qu'elle prévoyait de déménager loin du tyran domestique et qu'elle était à bout. Pour cette raison, les amis de la jeune fille ont décidé de vérifier si elle allait vraiment bien. Ils sont arrivés à la maison que leur ami avait indiquée. C'était l'appartement de Jack. Sur place, personne ne leur a ouvert la porte, mais on entendait quelqu'un marcher à l'intérieur. Après concertation, ils ont décidé d'appeler la police pour que les officiers vérifient l'état de la jeune fille. Les amis ont appelé le service d'urgence 999. Les forces de l'ordre sont arrivées vers 16 heures. Ils ont essayé de convaincre le propriétaire du logement d'ouvrir la porte, mais cela n'a pas fonctionné. Vers 16h13, la porte a été enfoncée. Les officiers sont entrés dans la chambre et ont trouvé Jack Seppel, avec Ashley allongée sur le lit à côté de lui. La jeune fille avait été poignardée avec une telle cruauté qu'on a trouvé des dizaines de blessures sur son corps. La scène ressemblait à un bain de sang. Les policiers ont signalé que des médecins étaient nécessaires, mais l'appel des secours n'a donné aucun résultat car elle ne montrait aucun signe de vie. Finalement, elle a été déclarée morte à 16h38. Les médecins légistes ont découvert que la jeune fille avait été étranglée, mais la cause du décès était bien les coups de couteau. Les spécialistes ont compté au moins 90 coups portés par le garçon. Des blessures défensives ont également été trouvées sur les poignets de la jeune fille. Il était évident qu'elle avait essayé de se défendre contre l'agresseur et avait lutté pour sa vie. La majorité des coups avaient été portés dans la région de la poitrine. Pour cette raison, presque tous les organes vitaux d'Ashley avaient été endommagés, y compris le cœur, les poumons et le foie. Cela indiquait qu'il avait l'intention précise de tuer la jeune fille en portant des coups à ces endroits. De nombreux bleus ont également été trouvés sur son corps. Et ce, à différents stades de guérison. Cela indiquait que la victime était régulièrement et méthodiquement battue. Avant même l'arrivée de la police, Jack Seppel avait mis leurs photos communes sur son profil de réseaux sociaux et laissé un sombre commentaire « À moi pour toujours ». Cela correspondait parfaitement au portrait du meurtrier. De nombreux maniaques et tueurs en série ressentaient ou décrivaient d'une manière ou d'une autre une union ou une possession de leur victime. Les policiers ont assez rapidement trouvé l'arme du crime, le couteau, et l'ont envoyé pour expertise. Les échantillons d'ADN sur la lame correspondaient au sang de la victime. Des traces de Jack Seppel ont été trouvées sur le manche du couteau, qui ont également donné une correspondance parfaite lors de la vérification. Il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Ensemble, ces faits prouvèrent de manière certaine la culpabilité du sadique. Jack a été arrêté. Initialement, il ne faisait aucune déclaration, mais a finalement reconnu sa culpabilité le 7 septembre 2022. Cela s'est produit après 3 interrogatoires consécutifs, pendant lesquels le garçon n'a montré aucune émotion envers sa victime. Une expertise psychiatrique était nécessaire, qui a confirmé la présence de certains troubles chez le meurtrier, mais l'a globalement reconnu sain d'esprit et capable de comparaître devant le tribunal. Les policiers ont minutieusement vérifié le téléphone portable du criminel. Ils y ont découvert une vidéo enregistrée vers 12h45 le jour du crime. Dans la vidéo, Jack se tient debout en t-shirt ensanglanté, avec le corps mutilé d'Ashley en arrière-plan. Sur la vidéo, il s'excuse auprès de la sœur de la jeune fille poignardée, qui s'appelait Hailey. Cependant, le monstre n'a pas envoyé cette vidéo en message, ce qui a clairement épargné une autre personne d'une dépression nerveuse. Le 10 octobre 2022, le procès du maniaque a eu lieu. Toutes les preuves de sa culpabilité y ont été présentées, bien que personne n'en doutait. L'accusé a également fait des aveux, mais n'a exprimé aucune émotion, y compris ni regret ni remords. Une de ses ex-petites amies a témoigné au procès et a décrit Jack comme imprévisible, jaloux et manquant de confiance en lui. L'accusation estimait que ce jour-là, Ashley, qui faisait déjà ses valises et se préparait à partir, lui avait annoncé leur rupture et mis un point final définitif à leur relation malsaine. Et cela l'a fait sortir de ses gonds. Dans un accès de rage, Jack a tué Ashley. La mère et le père de la jeune fille tuée étaient dévastés par sa perte et dégoûtés par l'accusé. Le grand-père d'Ashley, témoignant au procès, se blâmait d'avoir été le seul à soutenir sa décision d'aller au Royaume-Uni, car il considérait ce pays comme extrêmement sûr.
ils ne pouvaient même pas imaginer comment ce voyage se terminerait. La grand-mère de la défunte vivait aussi difficilement sa participation au massacre. Elle avait acheté les billets d'avion pour le 3 et non le 2 février, pour que sa petite-fille puisse quitter tranquillement le pays. La grand-mère se blâmait pour cela et pensait que ce retard avait vraiment pu coûter la vie à Ashley. La sœur aînée de la victime regrettait qu'Ashley n'ait pas pu être demoiselle d'honneur à son récent mariage. Cette possibilité leur avait été enlevée par Jack. Mais la famille de la victime était reconnaissante envers l'accusé d'avoir reconnu sa culpabilité et de leur avoir épargné ce pénible procès. À l'issue du procès, Jack Sepple, 23 ans, a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération après 23 ans et 6 mois de peine. Partagez votre opinion dans les commentaires et mettez des j'aime si cette histoire vous a semblé intéressante. Et n'oubliez pas la cloche.